Alors, oui. En quelques mots, où sommes-nous? Vous êtes au CEFIC, le Centre français d'innovation culinaire. Je suis Thierry Marx, je suis chef de cuisine, artisan cuisinier on pourrait dire. Et Raphaël Aumont, donc enseignant-chercheur, qui co-dirige ce Centre français d'innovation. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous inventez ici? Enfin, sur quoi travaillez-vous? Alors, je vais me permettre de répondre le premier. Ce qu'on invente ici, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'artisan que je suis. C'est-à-dire que l'artisan, lui, a l'habitude de travailler avec l'existant, avec ce que lui ont laissé ses aînés. La science vous permet d'entrevoir le futur du produit ou de la recette. Donc ce qu'on fait ici, c'est de créer une passerelle entre le monde de l'artisanat et le monde des sciences. Et c'est la science qui va nous faire travailler sur la cuisine de demain et de son approche scientifique pour nous permettre de continuer à évoluer. C'est ce qui est le plus important. Alors, peut-être qu'on va se rapprocher un peu et vous allez nous montrer quelques axes de vos recherches. Alors, avant de laisser la parole à Raphaël, tous les axes qui sont entrepris ici peuvent intéresser et intéressent la gastronomie française, mais aussi la gastronomie planétaire. Par exemple, moins de sucre. Consommer moins de sucre, on sait que le sucre a une incidence sur notre santé et que la cuisine doit rester l'axe majeur, plaisir, bien-être et santé. Ici, on apprend à faire une cuisine sans déchets, zéro déchet. Acheter un bon produit, un produit qui a une vraie valeur, et ensuite être capable d'utiliser 100% de ce produit. Encore une fois, pour l'artisan que je suis, la cryoconcentration, un univers que je ne connaissais pas, qui a été mis au point par Raphaël et l'université. Et puis, là aussi, de pousser sur savoir capter des saveurs, donner de l'émotion autour d'un produit, avec de nouvelles techniques qui nous permettent, encore une fois, de rester sur l'axe plaisir, bien-être et santé, manger pour le plaisir, mais aussi pour son bien-être et protéger sa santé. Voilà quelques pistes. Oui, on peut attaquer par exemple sur une orange. Classiquement, on lève les suprêmes. Alors lever les suprêmes, c'est cette opération qui consiste à éplucher un peu grassement, je n'utilise pas forcément les termes, mais enlever voilà, toutes ces parties-là et récupérer les chairs. Alors ça c'est intéressant, mais après, la science nous dit qu'y a-t-il dans cette partie qu'on allait jeter. Et ici, nous avons des huiles essentielles, et dans les parties blanches, vous avez des gélifiants naturels. Et donc l'idée, c'est d'aller récupérer, donc de mieux comprendre, c'est ça la recherche qu'on fait ici au CEFIC, c'est de mieux comprendre ce qu'est un produit. Qu'est-ce qu'une tomate, qu'est-ce qu'une carotte, qu'est-ce qu'une orange, qu'est-ce qu'on peut extraire de tout ça pour aller à l'essentiel, zéro déchet. Donc tout ça, on va le récupérer, on va le centrifuger, on va le chauffer doucement, donc c'est dans la machine qui est un petit peu un prototype, et on va récupérer les huiles essentielles et ce gélifiant. Et on obtient à la fin, au bout de quelques heures de cuisson, ce liquide qu'on va pouvoir utiliser dans un petit récipient. Donc 5 pour 1. Alors ça c'est ici, on va mettre 5. Alors pour moi c'était important parce que qui dit confiture, qui dit gelée, dit sucre. En général, la confiture de nos grands-mères c'était 1 kg de sucre pour 1 kg de fruits. Pas consommable pour le diabétique, pas consommable en termes de saveur, on écrase complètement le goût du fruit. Donc là, plus tout ça, on a récupéré la peau de l'orange, la pectine de l'orange et pas de gélifiant. Donc pas de gélifiant animal, pas végétal non plus, mais pas animal. Donc plus besoin de se poser la question de la gélatine alimentaire quand on veut faire une gelée de fruits. Et puis on utilise des pectines vraiment naturelles parce qu'on voit des pectines, donc là on va en mettre 2. Et donc, ce sont des pectines naturelles, parce qu'on voit des pectines des fois, mais en fait c'est bourré d'ammoniac, etc. Donc c'est pas non plus, c'est pas parce que ça veut dire pectine que ça veut dire fruit et que c'est naturel. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc là on est vraiment sur 100% produit. Voilà. Là c'est la peau de l'orange, la partie blanche de l'orange, et on a une gelée instantanée sans sucre ajouté. Donc, finalement on va tout consommer d'une orange. On pourrait rajouter les suprêmes dedans évidemment, pour augmenter encore les textures et avoir tout le goût orange. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis dans cette pulpe, ce côté sirupeux, on a juste mis de l'eau riche en calcium.
l'eau minérale riche en calcium, et on a cette réaction. Ça, en tant qu'artisan, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas l'approcher, ni de près, ni de loin, donc je continue à l'utiliser en diminuant effectivement les doses de sucre, mais à employer des techniques du passé, or que je veux aller vers le futur sur une cuisine beaucoup plus saine et beaucoup plus environnementalement responsable. Donc, ce tandem avec la science était pour moi décisif. Il n'est pas nouveau, hein. Nicolas Appert a fait la même chose, Pasteur a fait la même chose, et c'est toujours la science qui a pu faire évoluer nos modes de consommation. Parce que, est-ce qu'il existe pour vous, enfin, en termes en cuisine, un réel enjeu sur moins d'énergie et tous les problèmes liés à l'alimentation et au traçage? Vous avez parfaitement raison. Pourquoi on fait ça? D'abord, c'était l'idée avec Raphaël de créer un cerveau collectif. Est-ce que la gastronomie, de quelle gastronomie on allait parler? Donc on a parlé de gastronomie moléculaire. Ça faisait peur, ça inquiétait. Nous, on s'est dit, utilisons l'outil de cette gastronomie moléculaire pour comprendre les choses. Et puis, Raphaël a eu l'idée de dire, bah alors, oui, mais il faut trouver une voie, un projet. Donc on s'est dit, quelle gastronomie pour 2050? Et ce qui nous a tout de suite imposé de créer un véritable cerveau collectif pour se dire, ben, quelle gastronomie alors? Quelle agriculture? Quel circuit? Quel environnement? Quelle nutrition? Quelle santé? Est-ce que ça concerne l'ensemble des métiers de bouche? Et immédiatement, dans ce cerveau collectif, on a vu arriver un tas d'autres personnages pour nous aider à construire. Et puis, quelle économie? Est-ce qu'on va continuer à avoir une économie spéculative dans le produit alimentaire ou au contraire, on va reprendre l'idée d'une économie régénératrice? L'idée de ce cerveau collectif, de ce chaire universitaire que dirige Raphaël, elle est là. Elle est de projeter un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'est-ce qu'on va subir? Qu'est-ce que l'on veut pour nos enfants dans le futur et quelle gastronomie on veut? Et on s'aperçoit que déjà au présent, on voit un certain nombre de choses se mettre en place, les circuits courts, le bio de nos aînés a été un frein extrêmement intéressant sur l'agriculture de masse, mais aujourd'hui, en termes de cuisine, de qu'est-ce qu'on va consommer, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, il faut aller vers de nouvelles expérimentations et surtout, il faut instruire. Et c'est pour ça que je tenais absolument, avec Raphaël, de poser cela dans un lieu d'enseignement. Alors, avez-vous d'autres Oui, ben, on peut rebondir sur cette notion de gelée instantanée. Finalement, ça veut dire qu'on va aller chercher dans la nature des gélifiants naturels. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit aujourd'hui, il y a plein de distributeurs avec des plastiques, des aluminiums, et on se dit, mais puisqu'on est capable de faire une gelée comme ça instantanée, on peut faire un réseau, quelque chose de rigide, et est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sorte de bouteille végétale? Parce que quand on regarde un fruit, un légume, une tomate, par exemple une tomate cerise, il y a une peau très très fine, c'est une membrane, mais qui permet de contenir 95% d'eau, comme une sorte de canette végétale. Donc on a continué à travailler sur ces pectines, on a travaillé aussi sur des algues brunes qu'on va retrouver par exemple sur le littoral breton, et on arrive aujourd'hui à avoir créé ça. Voilà. Et donc là on est sur 15 centilitres d'eau, encapsulée, justement toujours dans cette espèce de peau d'orange, avec côté gélifié un peu plus fort, rigide. On y a mis encore ces zestes d'orange pour parfumer à l'intérieur, mais là on a une canette végétale complètement biodégradable. Donc le geste est très simple. On pourrait même travailler sur d'autres formes différentes pour s'affranchir de cette taille en plastique. Travailler, on croque, sinon je perce, je bois. Soit je consomme tout, soit je mange cette membrane parce que justement, un chef peut après réfléchir sur tout un tas de recettes. On peut refaire le geste en gros plan? Bien sûr. Donc je perds, je bois. Et donc on est sur un contenant. Mais 3 jours ou 10 jours dans la terre et on sait qu'il n'y a plus rien. D'ailleurs on fait des tests. Alors vous voyez, là, on va regarder un petit peu en détail. On fait vraiment les tests. On a un truc qui date de 3 jours. Donc là on a encore une membrane qui commence à se dégrader. Et au bout de 10 jours, on avait même normalement... Voilà. Donc on voit un peu la destruction naturelle de cette membrane. Donc complètement, c'est vraiment biodégradable. Parce qu'on entend beaucoup parler actuellement des bioplastiques. C'est quand même plus du marketing qu'autre chose, parce qu'il y a des bioplastiques qui ne sont pas biodégradables. C'est juste hallucinant. Voilà, c'est fait par la biomasse.
donc on appelle ça bio, mais c'est pas du tout biodégradable et c'est aussi toxique pour le reste que pour la nature. Tandis que là, on est vraiment sur des gélifiants naturels. On a travaillé sur des algues, sur des pectines, donc la nature nous inspire, donc c'est du biomimétisme. C'est ça qui nous intéresse beaucoup avec Thierry Marx, c'est vraiment d'aller chercher sur ce biomimétisme culinaire. Donc voilà un axe de recherche au laboratoire, associé, c'est ce que dit Thierry, hein, ça a été les mots-clés quand on a décidé de travailler ensemble, plaisir, bien-être, santé, donc gourmandise, mais aussi innovation et cuisine durable, responsable. Voilà les enjeux pour 2050. Et surtout, de se dire, il faut créer un lieu où on puisse se permettre des essais, d'expérimenter des choses. Pensez bien qu'un restaurant, une pâtisserie, une boulangerie, une charcuterie, c'est pas là où on va tester sur nos clients un certain nombre de choses. Alors on va rester un petit peu dans le mieux-disant et en disant je coupe la terrine de foie gras dans l'autre sens et je lui donne du design culinaire, mais c'est toujours le même foie gras et le même type de cuisson qu'au 19e siècle, voire qu'au 18e. Donc si on veut expérimenter des choses, eh bien il faut sortir du cahier de recettes pour passer au cahier d'essai. Et je crois que une des plus grandes choses que m'a apporté le CEFIC et Raphaël, c'est de dire, ça c'est un cahier de recettes. Maintenant on va faire des cahiers de laboratoire, des cahiers d'essai. Et c'est dans ces essais que vous trouvez des opportunités d'innovation. Et ce n'est pas dans les choses qui fonctionnaient déjà il y a un siècle que vous trouvez des opportunités d'innovation, c'est au contraire dans des choses qui ne fonctionnaient pas, dont on n'avait pas envisagé qu'elles pourraient fonctionner, et aujourd'hui de se retrouver et de dire, bah tiens, une canette dégradable, tiens, le biomimétisme nous apprend que la peau d'un grain de raisin est extrêmement résistant et qu'on peut en faire quelque chose, que ce qu'on connaissait de la viticulture du XVIIIe siècle sur les ice wine, comme on dit, les vins de glace, eh bien, ces vins extrêmement concentrés en saveur, c'est de la cryoconcentration et on peut l'appliquer dans d'autres champs alimentaires, etc., etc. Et l'inspiration par la nature, le biomimétisme, effectivement, ça a été une grande découverte. Mais surtout, pour l'artisan que je suis, c'est de dire, on sort du livre de recettes et du cahier de recettes pour passer au cahier d'essai. Le cahier de recettes, quand tout va bien, et que le client valide finalement que la recette lui plaît, qu'il est prêt à l'acheter, parce que tous les feux sont au vert, et là vous pouvez faire entrer cette recette dans le cahier de recettes, cette recette dans ce cahier de recettes, pardon. Mais si vous voulez continuer à expérimenter des choses, il vous faut forcément un laboratoire, et surtout il vous faut de multiples compétences. C'est multifactoriel finalement l'histoire de la gastronomie. Mais justement en gastronomie, est-ce que les gens ne sont pas viscéralement attachés à la tradition et est-ce que vous ne rencontrez pas une réticence? Je vais vous répondre à ça. En France, on aime bien parler de tradition. Je suis totalement d'accord. Pour moi, il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. Pourquoi? Parce que le moteur de ça, c'est la transmission. Qu'est-ce que je veux transmettre comme gastronomie aux générations futures et qu'est-ce que je veux transmettre comme environnement aux générations futures? Est-ce que je continue à croire que ce qui était dans le temps passé était beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, ou au contraire, je peux améliorer ce qui a été fait dans le passé? On s'est éclairé longtemps à la bougie et on a roulé longtemps au char à bœuf. Est-ce que c'était bien? Est-ce que maintenant la possibilité de consommer du transport individuel est mieux? Non, il y a aussi là des choses à faire. Mais je crois que l'innovation fait partie de cette capacité à régénérer la planète plutôt que de la laisser se replier sur elle-même. Est-ce que la gastronomie a peu évolué finalement? La gastronomie a peu évolué, c'est vrai. Elle a évolué. Mais il n'y a pas eu de révolution. C'est-à-dire que quand vous lisez l'Archestrate, que vous lisez le traité de l'école de Salerne, que au XIVe siècle, que vous lisez Jules Gouffet, Antonin Carême, Jules Gouffet, Auguste Escoffier, vous apercevez que la cuisine s'est adaptée dans la société dans laquelle elle était. La cuisine, la gastronomie s'est déruralisée pour arriver à un côté extrêmement marketing et cosmétique pour les grands de ce monde finalement. Et ça a toujours évolué un petit peu comme ça. Maintenant, il y a eu un phénomène d'accélération, c'est l'après-Deuxième Guerre mondiale, où là on s'est dit on va copier des modèles, donc on a copié le modèle américain, et on s'est dit on a le droit de tout consommer et que tout le monde aura le droit de tout consommer. Donc on est parti dans
dans un travail de surconsommation jusqu'à se consumer parce qu'on a fait de l'alimentation un produit de spéculation. Et on l'a complètement sorti de ce qui doit être, au contraire, une économie de régénération permanente. Et ça, c'est là-dessus où l'évolution va apporter énormément de choses. Et que dans ce cadre du cerveau collectif d'Orsay, nous tenons absolument à travailler avec des gens de l'économie régénératrice pour sortir le modèle financier intéressant sur les produits de l'agriculture finalement, qui vont être un facteur marquant de notre gastronomie demain. Demain, le chef sera peut-être plus la star, il aura passé son tour et ce sera le petit producteur qui sera la star. Ah oui, vous voyez... Ah mais je vois ça comme ça, bien sûr. C'est-à-dire que le lien du vivant, c'est celui qui va savoir produire une orange, continuer à entretenir la terre qui produit ses orangers, vivre de sa production d'oranges, faire vivre tout un écosystème autour de cette production d'oranges. Mais tout ça, environnementalement responsable, parce que 9 milliards d'individus à nourrir, ça va quand même nécessiter qu'on réfléchisse un petit peu à nos modes de consommation. Aujourd'hui, dans certaines régions de France, quand vous produisez du blé, vous le produisez dans une terre qui est morte. Tous les ans, vous rajoutez dans cette terre des produits phytosanitaires pour la faire tenir avec des béquilles chimiques. C'est pas dur, quelques chiffres. Hein. 1954, 2 tonnes de lombic à l'hectare, de ces vers qui nourrissaient la terre un petit peu. Aujourd'hui, on est à 200 kg hectare. Voilà. Les faits ne sont pas négociables. On sait que l'ajout de produits phytosanitaires dans la terre tue cette terre qui nourrit. Donc on la nourrit. Donc quand vous faites un blé qui est produit de cette terre, c'est un blé mort. Alors vous croyez souvent intolérant au gluten, or vous êtes plutôt intolérant aux béquilles chimiques qu'on met dans le pain pour qu'ils restent gonflés et que, évidemment ces béquilles chimiques, vous avez beaucoup de mal à les digérer. Et qui vous empoisonnent à long terme en plus. Ouais. Si tu veux couper le... Alors que faites-vous? Alors on a fait une cryoconcentration justement pour vous montrer ce... On parlait des ice wine tout à l'heure. Eh bien on a pris un jus de concombre sans la peau et on l'a surgelé instantanément dans l'azote. Et maintenant on va le laisser tranquillement décongeler. Et par des jeux de température différents, eh bien on va récupérer un jus très concentré ici. Alors que là on va attendre quelques minutes. Ici ça va être blanc, ce sera l'eau pure. Et là il y aura vraiment l'eau avec les sels minéraux, les nutriments, le sel naturel du concombre. Et donc là il y aura un jus très concentré. Et si on fait cette opération une fois, 2 fois et 3 fois, eh bien on observe très très bien ici que les jus sont de plus en plus concentrés. Donc là, eh bien on a des goûts de concombre extrêmement intenses. Donc on concentre par le froid. C'est tout l'intérêt de garder les vitamines, garder les nutriments. Actuellement, si vous dites, et on lit les recettes, c'est par exemple réduire la sauce au tiers. Donc il y a 1 tiers dans la casserole, 2 tiers part dans la pièce. Donc d'un point de vue énergétique, bon déjà... et puis on se dit surtout tous les arômes partent. Donc qu'est-ce qui reste dans la casserole? Donc c'est vrai, c'est des jus concentrés, mais peut-être qu'on peut mieux faire. Donc là l'idée c'est de concentrer mais par le froid. Donc on enlève l'eau, et comme on n'a pas du tout chauffé, au contraire on a même refroidi, on va garder les nutriments et toutes les saveurs intenses. Donc on a vraiment un goût extrêmement puissant en bouche. Alors on peut goûter. Hein. Vous pouvez goûter les 3 pour comparer. D'ailleurs qu'on n'a pas les mêmes goûts de chlorophylle. Alors ce qui nécessite aussi de réfléchir à quel matériel pour demain. Dans ce lieu, vous voyez ici, il y a des objets qui ont été ou donnés, ou prêtés, ou achetés justement, qui seront peut-être dans la cuisine de la ménagère ou de l'amateur de cuisine de demain. Parce qu'il y a des fours qui pourront cuire sous vide d'air. On pourra vous en parler, Raphaël pourra vous en parler. C'est la concentration. Est-ce que le froid intense n'arrivera pas dans nos cuisines? La végétalisation de nos cuisines, parce qu'il y a un énorme moteur en ce moment, c'est la végétalisation de la cuisine. On sait que dans 10 ans, 80% d'une carte de restaurant dit gastronomique sera végétale. Donc on a intérêt à... Pourquoi? Parce que la protéine animale consomme énormément pour cette planète. Alors quand on vous dit des fermes de 1000 vaches, c'est juste une aberration. C'est-à-dire que la problématique de 2050, c'est les objets connectés et l'eau. Donc continuez à faire du bœuf, ou quand vous avez 150 grammes ou 200 grammes de steak dans votre assiette, vous avez quasiment 30 litres d'eau. C'est fou. Imaginez-vous avec un... C'est comme les personnes qui vous disent, moi je fais une petite cuisine bien sympathique, je fais cuire des joues de bœuf et j'en vends 200 par jour. Souvent je lui dis, mais imaginez que vous ayez 200 vaches là dans votre cuisine, vous allez voir ce que ça fait et ce que ça fait comme dégâts. Et les gens disent, ah oui c'est peut-être...
Bah oui, alors on peut défendre certains styles de cuisine, mais je crois que la cuisine de demain, ce sera des chefs extrêmement créatifs, des producteurs qui vont leur amener des produits. On va dire, vous êtes des créatifs, faites la carte à la minute. Il y a 2-3 restaurants au Japon qui travaillent comme ça depuis des siècles. Miyamaso, je vous donne un exemple, voilà un restaurant qui est intéressant. Il y a 2 équipes, une équipe qui fait de la cuisine et une équipe de ramasseurs et de cueilleurs. Donc le matin arrivent des produits et le chef dit va y avoir ça, ça et ça. Et il met tout son talent culinaire au service de la nature. Or que tout ce que j'ai fait, moi ou mes aînés, finalement, ont plutôt aidé l'agroalimentaire à se développer. En se disant, le pitivier de poisson ou la saucisse de morteau, faite par un artisan, c'était bien sympathique. Quand on en fait 50 000, on triche avec le produit, on ajoute des sels nitrités qui sont cancérigènes, etc., etc. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'il faut suivre, mais il n'empêche que ce chef-là, c'est-à-dire, je veux préserver le goût de l'aliment, alors je vais m'acheter l'objet qui servira à faire de la cryoconcentration et d'autres modes de cuisson beaucoup moins coûteux en énergie. Là, le four de demain dont tu parlais, justement, voilà un test de premier gâteau, donc sans gluten, sans sucre, etc. Le gâteau qu'on fait classiquement, on va dire, dans les fours qu'on a tous, et puis le four prototype qu'on est en train de développer ici au laboratoire, qui permet d'expanser les gâteaux, donc beaucoup plus léger, 50% de plus, très très moelleux à l'intérieur. Voilà. Voilà. On est sur des... Alors, vous voyez qu'ils sont très légers, ils sont alvéolés, c'est intéressant. Alors après, il y a des tests. Et ça, c'est vraiment des tests. Mais ce qui est intéressant, quand je vois ça, c'est-à-dire qu'avec moins de produits, je peux donner plus de volume. C'est intéressant. Ça veut dire que je peux aller acheter une très très bonne farine, un très bon beurre, avoir le même volume de consommation, mais en consommant moins de produits. C'est-à-dire que je peux vendre un produit de qualité moins cher. C'est ça qui est intéressant. Donc là, voilà, mais ça passe par un laboratoire. C'est-à-dire que c'est vraiment des étapes essais-erreurs. Vous voyez, on change les paramètres de pression, on change les compositions, amidon de tapioca, etc. Et on regarde, ça monte, ça descend, il y a un trop grosse bulle. Là, par exemple, beaucoup plus intéressant que celui qui a un gros trou à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne. Il ne faut pas se dire, bon là il y a un gros trou, ça ne marche pas, on abandonne. C'est justement, on apprend de ses échecs, on apprend de ses erreurs, et on se dit, cette recette semble mieux, donc pourquoi tel paramètre, pourquoi c'est le tapioca qui l'emporte devant le maïs, etc., etc. Mais ça demande, voilà, vous voyez, ça c'est vraiment des travaux qu'on fait avec Alicia, justement, qui est ingénieure ici au laboratoire. Et donc ça demande du temps, de l'énergie. C'est de la recherche. Et ce qui permet aussi de dire, pour les gens qui sont sur l'agriculture, pourquoi faire que du blé? Le tapioca est intéressant. Les millets, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut aller vers d'autres produits qu'on avait un petit peu ornés? Les sésames, énormément de produits qu'on n'utilise plus. Par exemple, on a réintroduit le caroube, la graine de caroubier. Voilà quelque chose qui était utilisé jusqu'au 19e siècle dans la confiserie, dans la pâtisserie, qu'on a complètement oublié pour des produits beaucoup plus synthétiques et issus de l'industrie agroalimentaire. On réintroduit le caroubier, est-ce que ça avait du sens? Et finalement, ce sont les gens de la cosmétique qui se sont d'abord réintéressés au caroubier et aux karités. Et aujourd'hui, voilà un beurre, quand on le fait reproduire de façon bio en Afrique, voilà un beurre qui est extrêmement intéressant pour faire de la pâtisserie, le beurre de karité. Ce n'est pas le beurre de substitution moins cher qui devrait servir pour remplacer notre bon beurre français, bien au contraire, de dire c'est une opportunité qu'on pourrait saisir, et notamment pour un pays comme l'Afrique, comme quand on travaille sur le cacao africain, se dire il est intéressant de replanter du cacao en Afrique pour en faire une vraie économie, et de se dire ce cacao, non, ce n'est pas un cacao par défaut qu'on va payer le moins cher possible, c'est au contraire redonner de l'économie, et nous de ce cacao, plutôt que de le dénaturer avec du beurre et de la crème en excès, de se dire c'est quoi la bonne mousse au chocolat? Ce cacao est bon, il est de très bonne qualité, il a un corps gras, il y a un tout petit peu de sucre dedans qui est extrêmement intéressant. Construisons une autre façon de faire la mousse au chocolat. D'ailleurs, on peut la faire. Oui, oui, je te donne rien. Je fais pas ça dire. J'ai donné un petit coup de... Parce que moi j'ai mangé l'orange. Voilà la mousse au chocolat. Donc eau et chocolat. Voilà les ingrédients. Alors si j'écoute ma profession, je ne mets pas d'eau dans le chocolat.
ça ne marche pas, c'est dangereux. Enfin, c'est pas dangereux, ça va louper la recette et c'est ça. Raphaël dit oui, pourquoi Thierry vient de le dire, c'est-à-dire du chocolat c'est un corps gras, beurre de cacao. Il y a la mousse. On rajoute de l'eau, ça fait une émulsion. On rajoute de l'air, ça fait une mousse de chocolat. Et là, au chocolat. Et là, on est sur du chocolat. Moi, je peux pas résister. C'est l'intérêt de ce laboratoire, c'est qu'on peut manger nos échantillons. Ça, c'est quand même le gros truc. Regardez cette mousse au chocolat. On a un peu d'azote, en plus, on peut même se faire un petit. Ah ben, je vous en prie. Instantané. Alors là, vous avez zéro sucre, vous avez zéro matière grasse. Alors que la mousse au chocolat, en principe, il y a des œufs. Alors, dans la mousse au chocolat dite classique, vous avez du chocolat, du beurre, des œufs, des blancs d'œufs et du sucre. On est d'accord. Donc, moi, je vous recommande d'acheter le meilleur chocolat possible, dans une gamme de prix très élevée, vu que vous allez économiser sur les œufs, le beurre et le sucre. Donc, payez-vous le meilleur chocolat, payez-vous une très bonne eau minérale, que vous pourrez peut-être aromatiser avec un peu de menthe, avec un peu de framboise, ce que vous voulez, un peu d'orange, de gelée d'orange aussi. Et vous faites votre mousse au chocolat. Et qu'est-ce qui permet d'arriver à ce résultat-là? En Quel fait, est l'appareillage? C'est justement comprendre la recette. C'est-à-dire on revient à chaque fois aux bases. C'est ça notre point commun avec Thierry. C'est on a des recettes, on a des données scientifiques et on se dit, il y a quoi dans le chocolat? C'est-à-dire la mousse au chocolat, pourquoi on met du blanc d'œuf? Ça fait la mousse, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a des siphons, ça injecte du gaz. Donc le blanc d'œuf, pas très utile. Pourquoi on mettait les jaunes? Pour pas jeter peut-être comme on avait utilisé des blancs. Pourquoi on rajoute du sucre? On fait blanchir. Ça, c'est le grand truc des pâtissiers, fait blanchir. Des fois c'est vrai, des fois ça sert à rien. Et on se dit, et c'est ça notre travail ici, c'est on décompose les recettes. Pourquoi on dit ça, petit 1, petit 2, petit 3, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui sert à quelque chose? Et finalement on se dit, j'ai mis des œufs, j'ai mis beaucoup d'eau. Donc c'est pas forcément, mais dans les œufs il y a beaucoup d'eau. Donc quand on fait une mousse au chocolat chez soi, on met des œufs, donc on met de l'eau, on met du chocolat, on met du gras. Alors c'est sûr que ça devient moins gourmand d'un point de vue scientifique, une mousse au chocolat, mais c'est de l'eau, du gras, de l'air. Si vous avez ces trois ingrédients dans les bonnes proportions, vous faites des textures mousse au chocolat. C'est la chantilly, c'est pareil. C'est la crème, qu'elle soit légère ou plus semi-épaisse, peu importe, c'est une émulsion. C'est de l'eau et du gras, et on met de l'air dedans. Voilà. Et donc à partir de là, on se dit, tiens, je vais prendre un bloc de foie gras, c'est très gras, je vais prendre un jurançon, un Montbazillac, est-ce que vous avez envie? Vous mettez les deux, et vous allez faire une mousse pareille de... Alors je sais pas comment il faut appeler ça, moi, une espèce de mousse de foie gras Montbazillac, mais vous voyez, ça donne des opportunités. C'est ça l'innovation. On comprend un truc et paf, on a 10 portes devant nous. Alors, est-ce qu'il y a le fruit d'une recherche que vous avez fait ensemble ici, qui est déjà rentré entre guillemets dans le domaine courant ou qui a fait des émules? Oui, l'encapsulage, mais en petite quantité, ce qu'on a appelé les caviars de fruits. La mousse de chocolat qu'on peut faire. La mousse de chocolat qui, elle, peut rentrer, et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait une démonstration, les gens s'approprient la recette immédiatement. Il y a des ganaches, justement, alors, sans crème. Ça c'est intéressant parce que il faut regarder, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui était intéressant dans ce cerveau collectif, c'est que c'était aussi un état de veille permanente et planétaire. Donc on s'est peu inquiété depuis quelques années de la végétalisation de la cuisine. Ça paraissait anecdotique. Aujourd'hui on est en plein dedans. Et sur cette végétalisation de la cuisine est arrivé le vegan. Pour, contre, peu importe, c'est pas notre propos. Les faits sont là, il y a des gens qui consomment vegan pour plein de raisons. Ils ne veulent pas exploiter les animaux, ça rentre dans leur démarche alimentaire, et c'est ça. Donc, vous avez deux options en tant qu'artisan. Vous dire, c'est pas des gens bien, je les fréquenterai pas et je leur vendrai rien. Ça, c'est dangereux quand vous voulez faire du revenu dans une entreprise. Ou alors vous dites, tiens, il y a un marché intéressant, je peux peut-être être force de proposition et de leur proposer quelque chose. Donc avec Raphaël, on ne s'est pas privé de ça et on s'est dit, regardons un petit peu le vegan. Quel est le discours? Alors, il y a des discours complètement extrémistes, de ne pas manger de miel parce qu'on exploite les abeilles, ça. Bon, on ne peut pas forcément tomber dans ce discours-là, mais en même temps, il y a des gens qui disent, oui, depuis que je suis vegan, je me sens mieux, je consomme plus de lait, ou je consomme moins de lait, etc. etc. Donc je me suis dit, là aussi, il est intéressant d'aller voir quel type de pâtisserie et comment l'artisan va pouvoir s'impliquer là-dedans. Et Raphaël a été force de proposition avec le laboratoire sur des textures extrêmement intéressantes. Donc on est parti sur le chocolat parce que vous avez dû comprendre que c'était quand même un de mes ingrédients préférés. Et là, vous avez de petits gâteaux au chocolat, sans cuisson. Donc on est dans la
cuisine, comme on dit maintenant. On mange une cuisine crue. Et là, on n'a que du chocolat. Là, c'est du chocolat et de l'eau, avec une pectine de fruits. Et là, on a du chocolat avec du lait de soja, mais on aurait pu mettre un lait de quinoa, on aurait pu mettre un lait d'amande, ce qu'on veut. Et c'est intéressant parce qu'on a des textures qui sont intéressantes, gourmandes, parce que vous voyez, elles sont quand même agréables à regarder. Et quand on les goûte, qu'est-ce qui se passe quand on goûte quelque chose? Raphaël va faire une analyse. C'est plus scientifique que la mienne. Moi, je vais vous dire, est-ce que j'ai de l'émotion ou est-ce que j'en ai pas? Si j'ai de l'émotion, c'est gagné. Si le client, quand il déguste quelque chose, s'il a une émotion avec le produit qu'il déguste, c'est gagné, il reviendra et c'est ça. Raphaël, lui, va être plus dans l'analyse. Alors quand on fait ce type de travaux, eh bien on s'arrange une fois par trimestre, en gros, pour faire goûter à un ensemble, à un public assez large, ce type de produit. Et là, on a des retours, des feedbacks de ces personnes qui disent « Moi, j'ai adoré, moi, je trouve ça moins gourmand que, je reste plus sur ce que j'ai connu avant. » Et puis petit à petit, on voit notre produit progresser. C'est bon, c'est la texture. Ouais. Alors là, je vous demande de... Est-ce qu'il y a un des produits que vous avez mis au point qui est commercialisé? Alors, c'est pas notre métier, ça. Ouais. Ça, c'est pas notre métier, ça arrivera plus tard. Pour l'instant, c'est pas le cas. Dans l'artisanat, vous avez, comme vous recopiez un certain nombre de choses, vous arrivez à vendre assez vite vos produits. Quand vous êtes dans l'innovation, c'est plus compliqué. La démarche, quand on vous parle de certaines choses qu'on fait ici, on les fait au gramme, au kilo, aux dizaines de kilos, mais au-delà, on ne sait pas faire. Donc à un moment donné, pour que ces produits se développent, il faut qu'ils soient mis dans un circuit de distribution. Et c'est pour ça qu'on va rajouter cette partie économie là, et start-upper, pour se dire, tiens, il y a un produit, comment on le met sur le marché? De quelle façon? C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en devenir, en création? Ah, c'est quelque chose qui est en devenir, oui, bien sûr. De toute façon, il y a des brevets sur des choses comme ça. Et on a déjà pas mal de brevets. Mais après, on est confronté aussi au marché, c'est-à-dire que là, on vous présente voilà ce qu'on pensait, par exemple, des apéritifs sains ou des grignotages pour enfants, ça peut être du sucré, du salé. Donc voilà des tomates qui ont été lyophilisées, mais nouvelle génération. Et l'intérêt, c'est d'avoir vraiment des chips très croustillantes, saines. On va voir des gens qui fabriquent, parce que nous on fabrique en petite quantité, comme vient de le dire Thierry. Après la question, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on peut faire 1 tonne par jour? Pour l'instant, c'est très cher parce que c'est des prototypes. Donc soit les gens ils misent en disant ça c'est quand même un produit santé, changeons. Donc c'est l'innovation de rupture. Il faut accepter l'innovation de rupture parce que souvent c'est l'innovation incrémentale. On a un process qui marche bien, on change une petite marche et on se dit ça y est, on fait l'innovation. Là, ce qu'on propose nous souvent, c'est quand même des alternatives. On part à 90 degrés. Donc il faut prendre le risque. Donc pareil, ces canettes végétales, on sait que c'est biodégradable, on sait que ça peut remplacer les aluminiums, les PVC, on sait que c'est bon quelque part pour la santé de la planète. Maintenant, il faut que des gens qui fabriquent des yaourts, qui fabriquent des bouteilles d'eau, prennent le risque de dire eh ben on y va. Voilà. Mais ça, c'est comme le dit Thierry, c'est pas notre job ici. Hein, donc, Et surtout, c'est de se dire, moi je crois beaucoup à la rupture, avec ce que nous avons connu. Donc je pense qu'aujourd'hui, autant on n'était pas très entendu il y a encore 5 ans, aujourd'hui énormément de gens viennent à la chaire, voir Raphaël en disant croyez pas que, on pourrait retravailler ensemble, essayer ça. Parce que le dossier environnemental, le dossier environnement brûle sur le bureau de tout le monde. Donc on continue à produire, de façon pas très sérieuse, même des fois. On continue à accepter l'inacceptable, mais à un moment donné, ça ne va plus être possible. Donc à nous de rester vraiment à la lisière du bois pour être prêts quand l'industrie va être prête. Parce qu'il n'y a pas de volonté au CEFIC de se dire on serait les gentils, c'est les méchants. Au contraire, nous on se dit dans cette chaire universitaire, tout le monde peut apporter son champ de compétences, son mécénat de compétences ou son mécénat financier, en se disant tiens, je voudrais être acteur de ça parce qu'il nous semble que c'est une bonne démarche. Donc nous, on n'a rien contre personne. On est plutôt que de chercher des coupables, on cherche des solutions. Et je crois que c'est la démarche de ce centre aujourd'hui. C'est la preuve que ça peut marcher, quoi. Et après, on prend cette opportunité. C'est pour ça qu'on est dans un lieu de formation et d'éducation. On ne garde pas pour nous. On donne tout de suite. Et nous, ça nous permet d'avancer puisqu'on a donné. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi? C'est ça que c'est un vrai moteur aussi. Hein, et donc un dépôt de brevet pour chaque...
Il y a une cellule de valorisation au sein de la faculté qui nous aide justement à soit faire des licences d'exploitation, des brevets, voilà. Mais ça, c'est des process qui sont très longs. Donc, Est-ce que juste une dernière question, après on va peut-être vous libérer, Monsieur Marx. on voit très bien la différence. En revanche, on continuera. Merci. Alors, Avant que j'ai mangé tout le chocolat. on garde 10% maintenant de marge d'erreur, on a 10% pour les peser. alors juste, est-ce qu'il y a des industries agroalimentaires qui s'intéressent à vous et de quelle façon? Dans la chair, Dans la chair, oui. Ils sont acteurs dans la chair. Donc il y a des gens qui viennent nous voir. Encore une fois, je le redis avec beaucoup d'humilité. Il y a 5 ans, quand on allait voir ces industriels, ils avaient un regard avec un petit sourire en disant « vous êtes bien gentils, vous êtes un peu les docteurs Folamour de la gastronomie française ». Et aujourd'hui, comme on a amené un certain nombre de faits précis, de possibilités, de solutions, là effectivement, ils reviennent tranquillement en se disant comment on peut travailler ensemble, parce que effectivement 2050, c'est pas demain mais 2030 oui. Et on s'est aperçu qu'en travaillant pour 2050, on avait déjà des solutions pour moins de 2020. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui il y a une réaction saine de l'industrie agroalimentaire qui se dit oui, c'est plus durable. C'est plus durable parce qu'aujourd'hui la société est devenue tellement connectée, tellement transparente que immédiatement vous allez pouvoir faire analyser un paquet de yaourt, une viande dans laquelle il y aura beaucoup trop de sel nitrité, enfin Raphaël pourrait vous en parler, mais quand vous prenez un morceau de porc et que vous injectez de l'eau, du sel, du sucre, vous faites gonfler le morceau de porc pour que ce soit plus rentable, tout ça, on en connaît les conséquences sur la santé. C'est plus dissimulable. Et quand les faits sont là, les faits ne sont pas négociables. Donc aujourd'hui, je pense que l'industrie agroalimentaire s'est rendu compte de cela. On a beau nous sortir le chiffre fort de 9 milliards d'individus qui ferait qu'on serait obligé d'aller vers une agriculture intensive et continuer sur les modèles des années d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. On sait très bien que c'est faux parce qu'aujourd'hui, l'axe plaisir, bien-être et santé est revenu parce que c'est un axe environnemental et on a envie de cela au XXIe siècle. Recréer ce lien du vivant dans la gastronomie. Je voulais juste rajouter une chose, on parle de 2050, on verra peut-être les premiers hommes sur Mars. Est-ce que vous réfléchissez déjà à comment accompagner ces hommes? Alors, est-ce qu'on réfléchit déjà à comment accompagner ces hommes sur Mars? Oui, parce qu'on a la chance de travailler et d'avoir travaillé avec Thomas Pesquet et on a déjà envoyé des choses sur cette station spatiale, ce qui nous a imposé. Souvent, quand on travaille pour l'espace, c'est ce que nous disait Jean-François Clairvoy quand on a fait avec Raphaël le vol en 0G. Jean-François Clairvoy nous disait quand on fait des voyages comme ça, un voyage spatial, on travaille surtout beaucoup pour la planète Terre. Et dans le cahier des charges de Thomas Pesquet, ce qui avait d'intéressant, c'était comment faire une cuisine sans déchets. Parce que le voyage sur Mars, ce sera d'aller longtemps, plusieurs années dans l'espace. Il va peut-être falloir végétaliser cette navette pour atteindre Mars, être capable de produire de l'eau, ces canettes qui sont dégradables, qu'on peut consommer, peut-être d'emmener un jardin potager, un micro-jardin potager avec des valeurs nutritionnelles, avec des vrais cycles, tout ça. Et ce que disait Jean-François Clairvoy quand on a fait ce vol parabolique avec Raphaël, il nous disait toujours, vous savez, il y avait ce film qui était sorti avec cet acteur qui était perdu sur Mars. Il disait, mais ne croyez pas que ce soit là encore de la science-fiction, parce qu'on y est quasiment. Comme on sait, je parlais avec un professeur récemment qui me disait, on va savoir emmener un homme jusqu'à 120, 130, 140, peut-être 200 ans, s'il en a les moyens. Donc tout ça, oui, ça a été de la fiction, mais Jules Verne nous a bien appris que la fiction, il a su l'écrire et elle s'est réalisée. Donc vous voyez, on a une stratégie avec Raphaël, c'est de dire on fait des forecasts, on fait des prévisions, et ensuite on met des backcasts pour atteindre nos objectifs. Et je crois que l'histoire nous prouve que c'est quand même le cycle qui fonctionne. Et qu'est-ce que vous avez préparé comme plat à Thomas Pesquet? Alors, qu'est-ce qu'on a préparé comme plat à Thomas Pesquet? L'idée de l'artisan que je suis, modestement, c'était de ramener à ces valeurs régressives de la cuisine que Thomas avait. D'ailleurs, il connaissait des plats assez classiques français. La langue de veau Lucullus aux truffes, c'était un plat extraordinaire qu'il avait connu au restaurant quand il était enfant. Un deuxième plat
qui est la poularde au vin jaune qu'il mangeait en famille avec ses parents et au mori, et un souvenir de goûter d'enfance qui était le pain d'épices aux pommes rôties. Voilà ce qu'on a fait, et voilà comment la science m'a permis d'emporter ça dans les meilleures conditions pour que Thomas Pesquet ait de quoi? De l'émotion à partager avec ses colocataires. De la langue de veau dans l'espace, je pense que c'est la première fois qu'un cosmonaute devait déguster un tel plat. C'est vrai, je crois que Jean-François Clerval lui avait emmené du foie gras et du confit de canard. Et nous, on avait la chance d'avoir, enfin Jean-François Clerval est très connaisseur de la gastronomie française, mais Thomas Pesquet est un grand connaisseur de la gastronomie française et il connaît les bons produits, il aime ça, mais en même temps il fait attention à ce cycle plaisir et bien-être, parce qu'il n'est pas question de prendre 25 kilos quand on est dans ces voyages où il faut garder une condition physique impeccable. Donc il nous a bien ramené dans le cycle plaisir, bien-être et santé. Il nous a bien ramené dans le cycle attention à l'environnement, donc comment on produit une cuisine sans déchets, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sur ces confitures de demain, sur ces gelées de fruits de demain, sur la non-approche protéines animales dans la gélification de certaines choses, etc. Donc c'est vraiment une démarche qui nous pousse à aller de l'avant. Ouais, c'est très intéressant, c'est vraiment la science, la recherche, la cuisine et les étoiles. Et moi, les étoiles, croyez-moi qu'elles m'intéressent beaucoup. Et parce qu'il y a plein de contraintes. On a eu un cahier des charges avec beaucoup de contraintes, mais soit on se dit oh là là, il y a trop de contraintes, on abandonne, soit au contraire, on prend ces contraintes comme des opportunités. C'est ça aussi l'innovation par les contraintes. Et donc justement, se dire peu de calories, pas de déchets, attention, il va y avoir une surpasteurisation pour être sûr d'avoir zéro risque. Ah oui, donc ça veut dire surcuire une viande, donc comment on va anticiper ça et on va cuire dans la boîte, etc. Donc c'est ça qui était extrêmement intéressant. Donc on a appris plein de choses grâce à cette mission. Merci. Voilà, je vous abandonne, moi. Je pique le dernier morceau de gâteau. En revanche, on va encore Oui, bien faire sûr, un petit bien sûr. sonore. Bien sûr.